Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour tout le monde. Déjà des questions dans le chat. On va le rappeler constamment, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions justement pour les poser. Comme ça, nos équipes support peuvent y répondre et éventuellement les autres participants peuvent voter pour afin qu'on en parle éventuellement si on a le temps à la fin du webinaire. Mais commençons par le commencement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Email Academy de Mailjet, de Sinch Mailjet. Dans cette édition, on va à nouveau répondre aux questions que vous pouvez avoir sur l'emailing, et on en a reçu beaucoup. Mais avant toute chose, on va se présenter. Donc, je suis Thomas, responsable marketing France pour Sinch Mailjet. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Et avec moi, nous avons Marion Deveau, responsable senior de l'ingénierie, et Stéphanie Watson, responsable senior du produit, donc qui travaille également sur Mailjet. En coulisses, vous pourrez compter sur Plamena et Simone qui donc répondront à vos questions, aux éventuelles questions que vous pouvez avoir sur votre utilisation quotidienne de Mailjet, qui sont moins directement liées sur l'emailing en général, mais qui vous touchent directement, évidemment. Et en coulisses, pour nous assister, nous avons aussi Laura et Thomas qui donc gèrent, qui supervisent toute l'animation et le bon déroulement de notre webinaire. Au sommaire, aujourd'hui, donc, on va avoir 4 grands thèmes. Un premier sur les listes de contacts, un deuxième sur le design d'email, l'envoi et les tests d'emailing, et enfin le suivi et l'optimisation de vos campagnes. Un autre rappel avant qu'on se lance, la session est enregistrée, donc vous recevrez l'enregistrement vidéo du webinaire une fois que celui-ci sera disponible en ligne, donc soit dans la foulée, soit demain. Et n'hésitez pas aussi à consulter nos anciens webinaires qui sont disponibles sur YouTube. Exactement. Mais donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc, commençons par la création de listes. Et donc, une première question qui est une question qui est assez récurrente, hein, qui cette fois a été posée par Mathias. Comment récolter des adresses email pertinentes? Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Il faut constamment obtenir le consentement de vos futurs destinataires, puisqu'il y a des contraintes légales, tout simplement, notamment via le RGPD, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui oblige les expéditeurs de communication à valeur marketing, dont l'email, à ce que donc les destinataires leur aient donné au préalable leur accord. C'est ce qu'on appelle l'opt-in. À noter que, bon, certes, il y a cet opt-in, donc ça implique d'avoir des formulaires qui proposent des cases à cocher qui soulignent la validation de ces futurs destinataires, mais ça ne vous dit pas forcément comment récolter des adresses email pertinentes. En fait, il faut que vous rendiez vos formulaires les plus visibles possibles. Donc, par exemple, dans toutes les pages pertinentes de votre site, celles qui génèrent le plus de trafic, en bas de page même, enfin, de façon à ce que le formulaire soit présent de façon constante. Mais vous pouvez également diffuser vos formulaires d'inscription sur différents canaux, sur vos plateformes sociales, par exemple, en call to action ou appel à l'action dans vos emails transactionnels. Par exemple, vous envoyez une facture, un rappel de commande ou des choses comme ça à vos destinataires existants. Vous pouvez les inciter à également s'inscrire à votre newsletter. Fondamentalement, il faut que vous proposiez un contenu qui intéresse évidemment vos futurs destinataires et que vous respectiez ses promesses. De façon générale, donc, il faut tout le temps, il faut respecter l'opt-in et aller dans le sens de vos destinataires. Et donc, je continue à avoir des questions dans le chat. Je vous invite vraiment à les poser en utilisant l'onglet questions, histoire qu'on puisse les récupérer plus facilement et les réorganiser à la fin. Passons à la deuxième question, et je crois que c'est... C'est à mon tour. Je crois que c'est Marion qui en parle, tout à fait.
Exactement. Bonjour à tous. Comment consolider les listes? Alors, par consolidation, je suppose qu'on entend avoir une liste qui est fiable, d'où le mot solide derrière. Le meilleur moyen avec Mailjet, c'est d'utiliser du coup la fonctionnalité de validation des emails que je peux vous présenter dès maintenant. Je vais donc partager mon écran pour vous montrer une petite démonstration. Hop. Et voilà, vous devriez voir mon écran apparaître. Parfait. Du coup, nous sommes sur la plateforme de Mailjet. Vous verrez ici, nous avons validation, qui est donc la fonctionnalité qui nous permet de valider des listes d'emails. Alors, vous voyez qu'ici, j'en ai déjà de valider. On peut valider nos listes existantes ou alors importer une nouvelle liste. C'est ce que je vais faire ici, du coup. Je vais importer une nouvelle liste, donc je vais l'appeler test. Je vais du coup suivre les procédures, je vais sauvegarder et ensuite vous avez la possibilité de glisser-déposer un fichier au format CSV de préférence. Et ensuite, le processus va s'effectuer. Je vais faire pause ici, oui, car vous voyez que c'est une feature qui est payante à chaque contact que vous voulez valider. Nous avons un système de nombre de validations gratuites. Moi, je suis sur un plan qu'on appelle contract, c'est les VIP. Donc, si jamais vous voulez avoir un plan avec beaucoup de validations disponibles, c'est négocié au contrat. Du coup, vous avez aussi l'indication du paiement que vous allez devoir effectuer. Donc voilà, une fois que je clique sur valider, le processus va se lancer. Vous allez voir que le calcul sera en cours. À l'heure actuelle, on ne peut pas avoir de résultat. Et une fois que le résultat est fini, nous avons toute une série de beaux diagrammes et de différentes, on va dire, items qui vont s'afficher. Vous pouvez les afficher en pourcentage ou en nature, on va dire, c'est-à-dire non définie, je ne sais pas comment dire exactement. Du coup, si je détaille un petit peu tout ce que vous voyez à l'écran ici, vous allez pouvoir voir les différents états, on va dire, possibles d'un email et le risque qui va avec. Si je parle du coup du livrable, le livrable, c'est une adresse email qui a une forte probabilité d'être valide. Elle a passé toutes les étapes de notre validation et du coup, on est très confiant sur le fait qu'elle peut recevoir des emails. C'est ce que vous allez avoir en vert ici. Ensuite, nous avons les adresses qu'on appelle jetables, qui du coup vont être les adresses mail qui proviennent d'un service où l'email est temporairement indisponible. Donc, c'est des emails qui sont souvent utilisés pour des inscriptions temporaires et ils deviennent rapidement inactifs. Donc, ceux-là, on va pas trop leur faire confiance. Les non livrables, c'est des adresses qui sont invalides ou qui n'existent pas. Donc, tous ces envois, du coup, vers des adresses, ça entraînera des rebonds. C'est une question qui vient plus tard, petit teasing, donc je ne vais pas parler du rebond tout de suite, mais il vaut mieux pas leur faire confiance. On va avoir le catch-all, du coup, qui attrape tout, se traduit en français. C'est les domaines où, du coup, les adresses email les domaines, pardon, qui acceptent toutes les adresses email. Donc, du coup, même ceux potentiellement invalides. Donc, on va avoir pas trop de possibilités dans notre cas de pouvoir faire les validations et on peut pas savoir avec certitude si c'est une adresse qui va être valide ou non. Et du coup, voilà, on peut pas trop vous donner d'infos. Et le inconnu qui est ici, là pour le coup, on est incapable de déterminer si l'email il est valide ou pas. Ça peut être dû à plusieurs raisons, un domaine inactif, un problème de serveur qui est temporaire. Et pour le coup, on pourra pas vous donner d'infos. Mais je vous invite à consulter du coup, et je vous le montrerai après. Généralement, quand c'est inconnu, on vous donne la raison dans le fichier qui est téléchargé. Donc ça va être tout le résumé des états de votre email, enfin de vos emails, pardon. Et ensuite, on va avoir les risques qui vont y être liés, pardon. Un faible risque, ça veut dire que l'adresse est probablement légitime. On a une probabilité que l'envoi endommage la réputation qui est très faible. Et encore plus, comme le disait Thomas juste avant, si l'email a été obtenu grâce à un consentement.
Après, on va avoir la probabilité, le score moyen. Donc, c'est des adresses que nous n'avons pas pu valider comme étant légitimes, mais qui ne représentent pas vraiment de problème apparent. La validation n'a pas été complètement sûre, mais voilà, on est plutôt dans un bon score. Il s'agit souvent des adresses qui sont liées à des postes spécifiques, des domaines catch-all, vu que c'est lié aux États. Et on va avoir les scores qui sont élevés, et ça, c'est une adresse qui porte un énorme risque d'endommager en fait la réputation de votre réputation. Comme je le disais, on a la possibilité de télécharger. Alors, quand on importe une liste au format JSON ou au format CSV, le plus commun, je dirais que c'est de le télécharger au format CSV. Et comme je le disais, je vais ouvrir du coup le format CSV. Vous allez pouvoir télécharger et avoir ces infos-là. Donc, du coup, ça va reprendre exactement tout ce qu'on disait avant. Est-ce que l'adresse est valable ou non? Je vous invite à consulter la documentation de Mailjet où on liste justement les colonnes qui sont là. Mais du coup, vous allez pouvoir avoir aussi les informations de pourquoi cette adresse on ne peut pas faire confiance à cette adresse ou autre. Donc voilà, vous allez avoir toutes les infos qui seront directement téléchargées via le CSV. Ensuite, vous pouvez également faire la même chose via une contact list directement. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans votre liste de contacts et vous avez le bouton valider dans votre liste de contacts ici. Et si vous cliquez directement sur valider, vous allez avoir la procédure qui va se lancer comme tout à l'heure. Donc là, on ne vous demande pas une liste, on vous dit juste êtes-vous sûr de vouloir payer cette somme-là. Ça se calcule. Vous pouvez toujours accéder à vos anciennes validations si vous voulez vérifier d'autres choses. Et une fois que le calcul est effectué, vous allez avoir exactement les mêmes dispositions qu'avant. Donc vous voyez ici, j'avais juste une petite adresse, tout était vert, tout était bon. On vous met aussi à disposition une estimation du coût en fonction du nombre de contacts. Donc, vous pouvez rentrer directement votre nombre de contacts que vous souhaitez valider ou utiliser le slider pour voir la somme que ça pourrait vous coûter. Donc, voilà pour la démonstration. Je vais arrêter le partage de mon côté. Mais du coup, pour résumer, ce qu'il est important de savoir, quand on fait une campagne d'emailing, il vaut mieux nettoyer sa liste en supprimant en priorité tout ce qui va être non délivrable et inconnu. On est sûr que on va pas leur faire confiance. Et après, il faut vraiment, vraiment surveiller tout ce qui va être catch-all. Et j'ai oublié comment on disait le second, excusez-moi, en français, parce que je ne l'ai pas en français. Et du coup, le jetable, c'est ça. Donc voilà, il faudra surveiller attentivement parce que ça peut tomber dans tout ce qui va être livrable ou alors tout de suite dans tout ce qui va être méfiance absolue. Voilà. Je pense ensuite qu'on peut passer à Stéphanie et à sa prochaine question. Oui, donc à mon tour. Donc, vous avez été nombreux à nous demander comment intégrer vos nouveaux clients à vos listes. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire depuis Mailjet. Par l'importation de fichiers de contact, en les ajoutant manuellement, et aussi de le faire via nos formulaires de façon plus automatisée. Donc, nous proposons des formulaires que vous pouvez facilement intégrer à vos sites web, et ces formulaires sont directement connectés à Mailjet. Comme ça, toute personne qui s'inscrit à votre liste se retrouve directement dans votre liste de contacts. Donc ça, c'est peut-être le moyen le plus facile de récolter des contacts avec Mailjet. On peut aussi automatiser le processus d'ajout de contacts à une liste de contacts via l'API, mais ceci demande bien entendu les ressources de développement ou quelqu'un qui est plus technique pour pouvoir le mettre en place. Donc moi, je pense que plutôt que de décrire le processus de base, c'est-à-dire de l'importation des fichiers ou l'ajout manuel des contacts, je pense que le mieux, ce serait de faire une petite démo encore pour rendre ça un peu plus concret. Donc, je vais arrêter le partage et partager mon écran par la suite. Hop. Voilà. Hop. Donc, on est dans Mailjet. On peut aller dans nos listes de contacts depuis le dashboard. On voit toutes nos listes existantes. Et dans le petit menu à droite, on a la possibilité de modifier les contacts.
Donc, ça va se passer comme les créations d'une liste à peu près. Donc, on a plusieurs actions. On peut ajouter des nouveaux contacts sans réinscrire les contacts des inscrits. Ajouter des nouveaux contacts, mais réinscrire des contacts qui sont désinscrits. On peut aussi désinscrire les contacts ou les supprimer. Mais nous, on va ajouter des nouveaux contacts pour cette démonstration. Après là, on peut le faire de deux façons que j'ai déjà décrites, donc soit via l'import d'un fichier CSV, soit via l'insertion manuelle. Si vous avez beaucoup de contacts, nous vous conseillons de le faire via un fichier plutôt que manuellement. Vraiment, l'insertion manuelle, c'est si vous avez un contact ponctuel ajouté sur votre liste. Pardon, un contact ajouté ponctuellement sur votre liste. Là, je vais faire de façon manuelle juste pour la démonstration. Après, l'important avec le format des fichiers, on a de la documentation pour vous aider avec ceci et dans la version manuelle, vous avez aussi un exemple. Mais pour aller plus vite, il faut essayer d'aligner votre fichier ou l'information que vous allez copier-coller ici avec vos propriétés de contact que vous avez dans MailJet. Donc, ça va être plus rapide si... En fait, vous avez les colonnes qui ont les mêmes noms que les colonnes que vous avez dans MailJet. Donc, j'ai préparé un petit exemple que je vais coller manuellement dans le champ texte, pardon, avec mes colonnes du coup préparées, qui avaient été préparées avant. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème technique. Hop. Un petit problème technique. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui avance, mais c'est figé pour moi. Bon. C'est figé aussi pour nous, donc peut-être continuer à décrire. En tout cas, en fait, une fois que vous avez collé, bon, ça, il fallait que ça arrive une fois au moins. Donc, une fois que vous avez collé votre contact, en gros, vous continuez, vous allez faire correspondre vos propriétés de contact. Donc, c'est pour ça que c'est important que vos propriétés de contact ils soient cohérents avec le fichier ou les informations que vous insérez. Ensuite, comme d'habitude, il faut certifier que vous avez le consentement de ces contacts avant de pouvoir mettre à jour votre liste. Ensuite, voilà, vous pouvez aller vérifier et voir que les contacts ils ont bien été ajoutés à la liste. Et voilà, merci. Oui, c'est l'effet démo. Après, on peut partager. C'est pas l'ingénierie qui introduit des bugs. Moi, j'aime bien. Pour une fois, c'est moi. Voilà. Après, on peut aussi partager le démo pour ceux qui vraiment, voilà, qui souhaitent voir le processus en entier. On peut le partager peut-être une fois que c'est mis sur YouTube aussi. Très bien. Passons à la deuxième section, donc consacrée au design d'email. Et il me semble que pour cette première question, tu gardes la parole, Stéphanie. Yes, lucky you. Alors, la première question, et c'est une question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce qu'on peut intégrer et lire une vidéo directement dans un email? La réponse courte, c'est pas vraiment. Donc, oui, on peut le faire. En revanche, il y a très peu de clients mail qui le supportent pour des raisons à la fois de compatibilité, mais aussi de sécurité. Il y a AMP qui permettent d'intégrer des vidéos lisibles, mais AMP n'est pas encore très répandu et c'est pas pris en charge par tous les clients de messagerie aujourd'hui. Donc oui, on peut le faire dans la limite du possible, mais aujourd'hui c'est très peu possible. Donc bon, on a hâte que ça devienne voilà. Et aussi, comme elle vient de dire, Carole, la vidéo aussi doit faire moins de 2 gigas pour que ça fonctionne tout court. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a déjà des bonnes pratiques qui ont été essayées et réessayées et qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire de mettre une prévisualisation de votre vidéo en tant qu'image dans votre email avec un lien derrière qui pointe vers votre vidéo. Dans MailJet, nous avons un composant vidéo exprès où on vous laisse choisir la prévisualisation que vous souhaitez avec un bouton de lecture que vous pouvez sélectionner aussi pour un peu vous pré-mâcher le travail. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire aller dans Figma ou dans Photoshop pour faire votre prévisualisation. Et ensuite aussi, ce qui vient
c'est que ça vous permet de suivre les clics sur ce lien et voir combien de personnes sont allées regarder votre vidéo sur votre site, que ce soit hébergé sur YouTube, Vimeo ou ailleurs. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que ça s'affiche dans quasiment enfin même tous les clients mail, en fait. Les images, ils sont acceptés partout. Donc, c'est une petite astuce pour un peu, voilà, pour arriver à mettre une vidéo. Voilà, sans pouvoir non plus le dire directement dans l'email. Peut-être un jour, en croisant les doigts, que ça arrive. On aimerait bien. Et oui, du coup, je voulais répondre à Carole, mais Thomas a été plus rapide que moi. En effet, le composant vidéo, comme tous les autres composants, on les trouve au moment où on design son email, donc dans la partie de l'éditeur. C'est un composant qui est à côté du composant texte, et du coup, où tout est dispo via une petite modale où vous pouvez configurer ce dont vous avez besoin. Et du coup, j'ai pris la main puisque c'est à mon tour de parler des fontes. Est-ce qu'une police d'écriture spécifique sera lisible par tous ? Non, une police d'écriture spécifique, ce n'est pas forcément lisible par tous dans un email. Et par tous, j'entends que les emails ont pour norme d'utiliser ce qu'on appelle des polices web safe. On entend souvent parler de Arial, Times New Roman, Verdana, etc. Ce sont des web safe. Elles sont disponibles pour la plupart des systèmes. Donc les systèmes, on entend les webmails comme Outlook, Gmail, etc. Et pour le coup, vous serez sûr que ces polices-là seront lisibles. Si vous voulez une police personnalisée, on pense notamment au Google Fonts, Adobe aussi, ou vos propres fonts. Elles ne s'afficheront pas forcément correctement. Ça dépend si l'email du client la supporte ou non. Mais du coup, vous pouvez via Mailjet utiliser tout type de police, donc les websafe dont je viens de parler, vos polices customisées spécifier une police de secours qui sera utilisée en fait à la place si du coup le web provider ne peut pas lire cette fonte là. Donc, comme je le disais, sur Mailjet, en fait, par défaut, on va vous mettre à disposition toutes les fontes qui sont web safe, les polices, pardon, qui sont web safe. Et du coup, ça va vous permettre de la sélectionner directement. Si jamais vous voulez ajouter votre propre font ou alors une Google Fonts, dans ce cas, il va falloir cliquer sur ajouter ma fonte, ajouter ma police. Ajouter une police de caractère exactement. Et vous pourrez sélectionner celle que vous voulez. Petite info, à l'heure actuelle, je vais faire des teasings tout au long du webinaire, mais du coup, vous pouvez définir une seule police de secours pour l'ensemble du template. Donc, vous allez définir une seule par template. Mais à l'heure actuelle, on est en train d'améliorer ça déjà, et nous allons offrir très prochainement la possibilité d'éditer une police de secours par texte. Donc, du coup, vous pourrez vraiment avoir une personnalisation de votre template qui sera beaucoup plus poussée. Mais du coup, si je reviens à la question, les bonnes pratiques, c'est que si vous voulez être sûr du rendu, il faut utiliser les polices web safe autant que possible. Si jamais vous avez besoin d'une police très spécifique et que c'est non négociable, je vous préconise de tester avec notre fonctionnalité d'email preview. Donc, vous allez pouvoir tester sur différents clients d'email et du coup, c'est assez utile quand on utilise des polices spécifiques. Mais quoi qu'il arrive, surtout, je vous conseille vraiment de toujours mettre une police de secours qui soit web safe. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un rendu qui sera optimal, peu importe vos clients et sur quel webmail ils utilisent, peu importe le webmail qu'ils utilisent. Troisième question que nous avons sur le design d'email, qui est une question de Florence, qui demande comment envoyer une campagne en écran une pièce jointe. C'est également une question qu'on reçoit régulièrement. La réponse simple et directe, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est une mauvaise pratique de l'emailing. Dans une pièce jointe, on peut cacher des fichiers malveillants. Et donc, de manière générale, les webmails, les fournisseurs d'accès, les différents acteurs de l'emailing vont filtrer les envois de masse contenant des pièces jointes, contrairement à un échange interpersonnel. Donc, quand vous voyez un fichier, par exemple, à un membre de votre famille ou un ami.
Si vous passez par un autre API, vous pouvez le faire. Vous pouvez intégrer une pièce jointe qui fera un maximum de 15 mégaoctets. Donc, il y a quand même une limite de poids. Mais donc, si vous passez par l'API, ça implique des compétences en développement que tout le monde n'a pas nécessairement. La solution est plus simple. Il suffit d'héberger le fichier ou les fichiers que vous voulez partager avec vos destinataires sur une page web, sur votre site, sur un serveur sécurisé, et que vous intégriez tout simplement un bouton d'appel à l'action ou un lien dans votre email qui renverra vers ce fichier stocké ailleurs. C'est la façon la plus simple, la plus sûre également pour vous de contrôler l'accès à vos fichiers et qui aura vraiment beaucoup moins de chances d'être filtré par justement les webmails, les FAI, les messageries. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. De manière générale, l'envoi d'emails en masse avec des pièces jointes est fortement déconseillé. Je tiens à préciser quand même qu'on peut utiliser les landing pages ou les pages d'atterrissage de Mailjet si pour faciliter l'hébergement d'informations que vous souhaitez mettre en tant que lien dans votre emailing. Voilà, ça peut être une solution pour ceux qui n'ont pas forcément les ressources techniques à leur disposition pour les aider à mettre en place ça. Tout à fait. J'en profite, donc on passe à la troisième partie, mais entre-temps, j'en profite pour rappeler que le webinaire est enregistré et donc que l'enregistrement sera disponible à toutes les personnes qui sont inscrites, donc même celles qui ne participent pas, une fois qu'il sera disponible. Voilà, ça répond à la question de service formation. Troisième partie, envoi et test AB d'email. Je garde la main puisque c'est moi qui vais m'occuper de cette question sur, encore un classique, quels sont les meilleurs moments pour envoyer des emails. Narcisse, c'était ça la pause aujourd'hui, mais c'est une question qu'on a reçue de nombreuses autres fois par le passé. De façon générale, l'emailing, ça n'est pas une science exacte. Donc, le meilleur moment pour envoyer vos emails, c'est à vous de le déterminer en faisant des tests, en envoyant des emails sur une période donnée, sur un mois par exemple, mais à des heures et à des jours différents pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès de vos contacts propres. Cependant, il y a quand même des idées globales, enfin des points globaux à garder en tête lorsque vous faites de l'envoi d'emailing. On va commencer par les situations où vous envoyez des emails de B2C, donc à destination de particuliers propres. Vous allez vouloir envoyer sur les périodes où ces personnes auront le plus de chances de consulter leur boîte email personnelle. Donc, ça va être le matin, avant d'aller au travail ou pendant qu'ils prennent les transports en commun. Ça va être potentiellement sur la pause déjeuner et ça va être en soirée. On va éviter donc les heures de travail et on peut éventuellement également les envoyer sur le week-end, par exemple, puisque c'est des moments où les gens sont davantage disponibles. Après, encore une fois, tout dépend de votre activité. Et si, imaginons, vous gérez une boutique e-commerce de jouets ou que vous envoyez des emails pour un parc d'attractions, donc des activités plutôt à destination des plus jeunes, vous pouvez, par exemple, tenter d'envoyer également le mercredi matin parce que mercredi, c'est le jour des enfants. Et donc, les potentiels parents qui vont recevoir ces emails vont pouvoir potentiellement planifier leur journée et leur activité en fonction de cela. Maintenant, pour les emails de B2B, donc à destination de professionnels, c'est un petit peu l'inverse. Vous allez chercher à les toucher lorsque ces personnes consultent leur boîte de réception professionnelle, donc sur les heures de travail, globalement entre 9h et midi, puis entre 14h et 18h, et éviter évidemment, encore une fois, les week-ends, puisque on espère que vous ne consultez pas votre email professionnel pendant que vous vous reposez. Mais encore une fois, là, ce sont des idées globales, larges, qu'il va falloir affiner de votre côté en faisant des tests d'envoi réguliers et donc déterminer ce qui peut fonctionner. Ce qui peut fonctionner pour vous, ça peut être une heure et un jour précis, mais ça peut aussi être une variation. Je sais qu'à une époque, Mailjet envoyait ces emails. Donc aujourd'hui, on les envoie essentiellement le jeudi, mais à une époque, on les envoyait par exemple le mardi et le jeudi à des horaires différents en fonction des géographies qu'on souhaitait toucher. Donc voilà, c'est différents paramètres avec lesquels vous allez pouvoir jouer et qui vont faire de votre emailing quelque chose finalement d'assez unique.
Oui, c'est bon, j'ai réactivé mon micro. Question sur le multilangage. Comment peut-on créer et envoyer une campagne multilingue? Tout dépend ce que vous entendez par multilingue. À l'heure actuelle, si l'idée c'est d'avoir un seul template qui est unique et qui gère plusieurs langues automatiquement, ce n'est pas encore possible. Deuxième teasing du webinar. Bonne nouvelle, c'est l'une de nos priorités en 2025. L'objectif, c'est de vous permettre de créer un template qui intégrant toutes les langues dont vous aurez besoin. Vous pourrez importer vos traductions et en plus de plusieurs façons. Vous pourrez les importer via un fichier CSV, du coup avec les langues en colonne et chaque ligne qui correspondra à une de vos traductions. Vous pourrez les créer automatiquement si vous avez votre template qui est déjà rédigé en français. Hop, vous pouvez demander à l'AI de générer en anglais ou n'importe quelle autre langue et tout ça pratiquement en un clic. Et puis après, vous aurez la saisie manuelle, peut-être un peu moins fun, mais la plus facile à mettre en place. Du coup, si vous préférez garder la main sur toutes vos traductions. Avec notre prochaine fonctionnalité, vous pourrez définir aussi une langue par défaut. C'est-à-dire que si, par exemple, dans votre audience, vous avez un contact qui n'a pas spécifié la langue dans laquelle il voudrait recevoir les emails, vous pourrez très bien dire, du coup, je lui envoie son email en anglais ou en français. Donc voilà, on aura, comme la police de secours tout à l'heure, on aura une langue de secours maintenant pour ne pas oublier quelqu'un qui n'aurait pas spécifié sa langue préférée. Mais par contre, en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec le multilingue? Du coup, vous pouvez quand même créer des templates multilingues, même si c'est pas avec un seul template, vous pouvez toujours dupliquer vos templates et les adapter à votre convenance. Là aussi, en plus, notre AI peut vous aider, puisqu'on a déjà la possibilité de traduire du texte. Et troisième teasing, décidément, je ne fais que ça. Fin mars, à peu près, début du mois, on va mettre en production notre Mailjet Assistant. Donc, vous aurez un chat avec qui vous pourrez converser sur l'éditeur et qui vous permettra justement de faire beaucoup d'actions dont vous aurez besoin, dont notamment la traduction de tout votre contenu de template ou par texte, etc. Donc voilà, on remercie l'AI de faire partie de notre monde maintenant et d'accélérer toute cette partie qui peut être pénible quand on design un email. Et c'est à moi. Alors, comment bien analyser les résultats de tests AB? Alors, ça, c'est une question complexe. Et les tests AB, c'est sûr que c'est un excellent moyen, ce sont un excellent moyen d'optimiser vos campagnes email en comparant deux versions, par exemple, et chez Mailjet jusqu'à 10 versions. Mais bon, ça, c'est, voilà. Pour voir laquelle fonctionne le mieux. Mais même avant de parler d'une analyse des résultats, il faut d'abord parler des meilleures pratiques à mettre en place pour avoir une A/B test qui fonctionne et qu'on peut effectivement analyser. Donc, du coup, comment on peut mettre en place une A/B test qui est efficace? D'abord, il faut définir l'objectif et l'indicateur clé que vous allez suivre lors du test. Donc, est-ce que vous cherchez à améliorer le taux d'ouverture? Est-ce que vous cherchez à améliorer le taux de clic? Est-ce que vous voulez augmenter le taux de conversion de vos emails? Il faut identifier l'indicateur clé de performance ou le KPI qui est le plus important pour vous. La raison pour ceci, c'est que si on essaie de s'attaquer à trop d'objectifs, notre A/B test perd son sens parce qu'il y a trop d'éléments qui pourraient impacter le résultat. Donc, ça se traduit par quelle action concrètement quand on va créer une campagne de A/B testing. C'est que si on dit qu'on souhaite améliorer le taux d'ouverture, on va probablement faire un A/B test sur l'objet d'email parce que c'est l'élément qui impacte l'ouverture le plus. Dans ce cas, on peut faire deux objets d'email différents et voir lequel est ouvert le plus et les gagnants, par exemple dans Mailjet, et envoyer aux autres, à tous les contacts qui n'ont pas reçu les échantillons de A/B test. En revanche, si votre indicateur clé, c'est plutôt l'augmentation de taux de clic, là, on va peut-être venir jouer sur le bouton d'appel à l'action. Donc là, par exemple, on peut
mettre un bouton rouge dans une version de l'email et un bouton vert dans l'autre. Et on va voir lequel clique le plus. Et dans ces cas, on garderait l'objet d'email identique pour pas ajouter un autre élément dans notre test qui pourrait le rendre un peu plus confus. Mais pareil, si on joue avec le bouton, si on met une couleur et un appel à l'action, une appel à l'action, par exemple, c'est une autre offre et dans l'autre, c'est un bouton vert avec tester gratuitement. Là, pareil, on a deux éléments concurrents. On ne sait pas si finalement c'est le texte du bouton ou la couleur qui a changé. Donc souvent, vraiment, il faut réduire à un élément que vous allez tester entre les deux versions. C'est assez important. Ensuite, il faut aussi réfléchir à l'échantillon que vous allez avoir quand vous envoyez vos emails. Nous conseillons d'envoyer un A/B test seulement quand vous avez au moins 100 contacts dans l'envoi qui est prévu et d'envoyer à au moins 20% de vos contacts. Parce que si vous avez par exemple 1000 contacts, ça vous donne au moins un échantillon de 100 personnes par version si vous avez deux versions. Ce qui fait que c'est un échantillon suffisant en fait pour pouvoir en tirer une analyse. Si vous envoyez à 100 personnes ou 10 personnes, il se peut que vous n'avez pas, le nombre de personnes soit trop faible pour que vous ayez un résultat qui est significatif statistiquement. Après, une autre chose à prendre en compte, c'est vraiment le contexte dans lequel vous envoyez vos A/B tests. Parce que les envois, ça fait pas dans le vide. Alors, il faut vérifier des autres facteurs qui peuvent influencer, ou au moins les observer. Donc, c'est-à-dire le jour de l'envoi, l'heure de l'envoi, le période de l'année, donc l'hiver ou l'été, l'audience à laquelle l'audience testée. Il se peut que, par exemple, si vous avez une audience qui est allemande et une audience qui est française, ils peuvent réagir complètement différemment en fait dans les emails. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte comme des choses qui peuvent aussi jouer sur votre A/B test. Et ça peut en faire partie aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un A/B test le mardi et puis après faire un A/B test le jeudi. C'est juste qu'il se peut que, le jeudi, on a déjà une taux d'ouverture qui est plus élevé que le mardi. Donc, c'est peut-être, Donc, parfois, essayer de contrôler ces éléments, ça peut aider à réduire le nombre de choses qui influent sur les résultats. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près c'est certaines meilleures pratiques qu'on peut déjà mettre en place avant de lancer notre A/B test. Ensuite, une fois que vous avez votre résultat, parfois les résultats ils vont pas être concluants. Parfois vraiment il va avoir une marge de 1%, ça arrive. On peut pas toujours avoir une A/B test où on a une résultat qui est parfaitement clair. Comme dans la science ou dans toute expérience qu'on peut faire en marketing ou autre. En revanche, vous pouvez aussi analyser chaque étape du parcours utilisateur. Donc, même si vous avez un gagnant, par exemple, une email qui a cliqué plus, est-ce que le taux de conversion est plus élevé dans cet email quand même? Peut-être que vous avez plus de clics, mais le taux de conversion est peut-être plus bas que le taux de conversion de l'email avec moins de clics. Donc, vous pouvez aussi regarder ces éléments-là, parce que plus de clics, ça veut pas forcément dire que c'est mieux au global pour avoir plus de revenus ou plus d'impact sur votre entreprise, en fait, au final. Après, une fois qu'on a identifié quelque chose qui fonctionne mieux, disons que c'est le bouton rouge qui a gagné, tout le monde a cliqué là-dessus, on est très content. Il faut pas arrêter de tester. On met ça en place, mais on continue à tester et faire des variations. Donc peut-être la prochaine fois, vous avez le bouton rouge, mais vous changez le texte. Ou peut-être la prochaine fois, on joue sur le placement du bouton. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est juste, c'est bien suivre dans le temps et bien réfléchir à la mise en place du testing qu'on va faire. Bon, c'était très long, mais j'espère que ça a répondu à la question. Et donc, nous rentrons dans la quatrième et dernière section pour l'instant de notre webinaire sur le suivi et l'optimisation, ce qui laissera probablement un peu de temps pour prendre quelques questions supplémentaires en fin de présentation. Et donc, la première question sur les rebonds est pour toi, Marion, je crois. Exactement.
Est-ce que les rebonds impactent les performances d'emailing? Oui, j'ai même envie de dire évidemment. Les rebonds impactent les performances de manière significative même, puisqu'elles influent directement sur la réputation sur votre réputation, sur la délivrabilité et sur l'efficacité globale de votre campagne. Je vais revenir un peu sur les différents types de rebonds avant de parler un peu des solutions, des différents impacts, etc., puisqu'il y a différents types de rebonds, il y en a deux. On va avoir les rebonds permanents, ça va être des adresses mail qui vont être invalides, inexistantes ou mal orthographiées, mais du coup des adresses mail auxquelles on ne pourra rien envoyer. Pour le coup, elles vont affecter négativement la réputation de votre domaine, de votre IP. La solution, comme tout à l'heure, je disais avec les contacts, il faut supprimer ces adresses immédiatement de la liste pour éviter d'avoir du coup des soucis lors d'envoi de campagne. Et le deuxième type de rebond qu'on va avoir, c'est les rebonds temporaires. Pour le coup, là, c'est pas de votre ressort, c'est pas du nôtre non plus. On peut avoir une boîte de réception qui est pleine, on peut avoir un serveur qui est en panne, un problème qui est temporaire. Donc, comme il est temporaire, il va rebondir plusieurs fois jusqu'à essayer d'atteindre la boîte mail, ou alors il terminera en rebond permanent et dans ce cas-là, le message ne sera pas délivré. J'ai envie de dire du coup que c'est moins critique que le rebond permanent, mais du coup, s'il est répété, il va nuire forcément aussi à votre délivrabilité et du coup à votre performance. La solution, du coup, c'est de retenter plus tard. Et si jamais le plus tard, se répète et qu'on est obligé de le refaire, forcément supprimer après plusieurs échecs votre email parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Concernant les impacts, du coup, j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais forcément la réputation votre réputation qui va être en baisse à cause des rebonds. Du coup, les fournisseurs d'emails comme Gmail, Outlook, ils surveillent les taux de rebond. Donc, on tend à dire qu'un taux de rebond permanent qui est supérieur à 5% peut entraîner une classification en spam ou même un blocage des envois. Donc voilà, faut être attentif au rebond permanent. Ça peut aussi engendrer un blocage par les fournisseurs d'accès à Internet. S'il y a un trop grand nombre de rebonds, votre IP ou votre domaine, il peut être marqué comme peu fiable. Oh, c'est dur. Et du coup, ça va réduire la délivrabilité de vos emails futurs. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Et on va avoir aussi du coup un taux d'ouverture et un engagement qui va être en baisse. Parce que si les emails ne sont pas délivrés, forcément, les utilisateurs ne peuvent pas cliquer et du coup, les clics vont diminuer. Donc voilà, ça va fausser forcément l'analyse de vos performances. Comment on limite les impacts des rebonds? Du coup, c'est bien, on revient un peu dans les thèmes d'avant, mais du coup, il faut utiliser le double opt-in pour éviter de récupérer des adresses qui vont être incorrectes, donc éviter les rebonds permanents. Nettoyer régulièrement vos listes. On a parlé de validation tout à l'heure, mais du coup, c'est un outil qui va aussi vous permettre de limiter les rebonds. Évidemment, grâce à l'outil de statistique sur Mailjet, vous pouvez surveiller votre taux de rebond et du coup supprimer les adresses qui vont être problématiques. Tester les emails avant l'envoi avec un outil, ça peut être aussi très utile pour limiter les rebonds. Et enfin, on va privilégier les domaines qui vont être authentifiés avec SPF, DKIM et DMARC. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans le webinaire, le Q&A d'avant, le précédent. Donc, vous pouvez revoir un peu toute cette partie d'authentification. Mais plus vous serez authentifié, moins vous aurez de chances d'avoir des rebonds ou d'être bloqué par les fournisseurs d'accès à Internet. Donc voilà, je pense que comme objectif, vous pouvez essayer de vous mettre comme objectif de garder un taux de rebond qui va être inférieur à 2% sur la globalité de vos envois. Comme ça vous garantira une bonne délivrabilité. Mais c'est pas le seul, le seul facteur de la délivrabilité. Donc voilà. Oui, les facteurs sont nombreux. On n'a hélas pas le temps de tous les passer en revue. Deuxième question liée au suivi et à l'optimisation. Beaucoup de personnes, encore une fois, qui posent cette question. Là, on a listé quatre noms, mais il y en avait beaucoup plus. Comment optimiser les taux d'ouverture, puisque auprès de beaucoup de marketeurs et spécialistes de l'emailing, le taux d'ouverture, ça reste le nerf de la guerre. Donc, c'est le chiffre clé. Déjà, donc,
concrètement, comment on fait pour pousser les destinataires à ouvrir les emails que vous envoyez? Il y a 2 points essentiels à garder en tête, qui sont les 2 choses principales que vos destinataires vont voir avant même d'ouvrir votre email. C'est le nom de l'expéditeur et c'est l'objet d'email. Une de nos collègues, Megan, qui est développeuse d'email, qui est très impliquée dans la communauté de l'emailing aux États-Unis notamment, avait réalisé une petite enquête il y a quelques mois où elle demandait qu'est-ce qui prime pour vous en tant que destinataire d'email. Est-ce que c'est le nom de l'expéditeur ou est-ce que c'est la ligne d'objet? Et dans près de 80% des cas, la réponse c'était systématiquement le nom de l'expéditeur. Donc, voilà, pour déjà inciter à l'ouverture, il faut que vous soyez reconnu en tant qu'entité ou personne qui envoie des emails par les destinataires. Ça veut dire qu'il faut que le nom de la marque soit bien présent. Ça veut dire qu'il faut aussi que les destinataires connaissent votre marque. Donc, encore une fois, il faut qu'ils aient donné leur consentement pour recevoir vos emails. Ça veut dire aussi que si par exemple j'envoie un email au nom de Mailjet, mais que j'utilise Thomas de Mailjet, peut-être que ça va être moins parlant que si j'utilisais tout simplement l'équipe Mailjet ou Sinch Mailjet. Donc, pensez vraiment à bien mettre en valeur votre marque, votre entité, pour que, en un clin d'œil, les destinataires comprennent à qui ils ont affaire. Le deuxième point, donc, qui porte sur 20% du déclenchement d'ouverture selon le sondage de Megan, c'est la ligne d'objet. Il faut qu'elle soit claire et précise et impactante. On en demande beaucoup parce qu'une ligne d'objet en plus c'est court, d'autant plus qu'aujourd'hui les emails ils vont d'abord être lus sur des plateformes mobiles, donc avec un espace réduit et limité. Donc pensez à positionner vos verbes d'action, vos offres, réduction ou contenu important de l'email dès le début de la ligne d'objet pour que encore une fois, à la lecture des 3-4 premiers mots, on comprenne de quoi il s'agit et on ait envie d'ouvrir l'email. Vous pouvez par exemple aussi utiliser la personnalisation, donc interpeller le ou la destinataire en utilisant son prénom. Thomas, cette offre de moins 50% va vous intéresser, quelque chose comme ça, pour, encore une fois, être incitatif et pousser à l'ouverture. Là encore, le mieux, c'est de tester ce qui fonctionne le mieux auprès de votre public. Donc, on en revient au point sur l'A/B testing dont a parlé Stéphanie plus tôt. Mais oui, c'est sur ces 2 éléments principaux que vous allez maximiser votre taux d'ouverture, tout en gardant en tête que ça se joue quand même essentiellement sur le nom d'expéditeur. Et comme on a parlé d'ouverture, parlons maintenant de clic. Je laisse la main à Stéphanie. Yes. Alors, comment améliorer les taux de clic? Du coup, améliorer les taux de clic, c'est du coup on parle de maximiser l'engagement de vos destinataires. Mais déjà, ça va commencer avant les clics, ça va commencer avec ce qui vient de présenter Thomas, l'ouverture. donc on peut pas avoir quelqu'un qui clique s'il n'ouvre pas le mail. Donc on va revenir sur tous les conseils qui viennent de donner Thomas. C'est de bien travailler l'objet, aussi travailler le pre-header. Donc le pre-header, c'est le petit texte qui s'affiche à côté de votre objet de mail dans certaines clients mail, pas tous, mais enfin voilà la majorité. Donc du coup avoir une objet clair et attractif avec ce pre-header, déjà ça va jouer dans l'ouverture de l'email qui va ensuite entraîner le taux de clic. Et je tiens quand même à parler de si vous manquez d'inspiration pour vos objets de mail. Nous avons notre générateur de sujets IA qui paraît disponible dans Mailjet pour vous donner une petite inspiration si vous êtes à court d'idées. Après, une fois que votre contact a ouvert le mail, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà, un contenu qui est clair et qui est structuré est très important. On parle d'aller droit au but. Donc, on va avoir utiliser des paragraphes courts. Donc, pas avoir une pavé qui est difficile à lire. En moyenne, ils disent que les gens, ils passent 6 secondes sur un email. Donc, il faut que ce soit rapide à lire. Les gens, ils vont lire en diagonale. Et donc, aussi, ajouter des visuels qui sont percutants, qui vont attirer l'œil. Et bien placer, surtout, votre bouton d'appel à l'action. Donc, on dit souvent qu'il faut le mettre en haut de l'email. Donc, pas tout en haut, pas dans le header de l'email, mais bien que ce soit bien visible dès que votre contact
ouvre l'email. Ceci va s'assurer qu'il voit qu'effectivement qu'il y a quelque chose à cliquer dans votre email et qu'il le cherche pas. Si on le cache après un gros pavé de texte, il va être moins susceptible de descendre jusqu'en bas de votre mail pour cliquer déjà. Et parlant de boutons, une autre astuce pour améliorer le taux de clic, c'est de jouer avec ce bouton appel à l'action. Donc, on a déjà parlé de l'A/B testing, on a dit pareil pour l'objet d'email, pour le taux d'ouverture. Avec le bouton, on peut tester certaines choses comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a des couleurs qui peuvent impacter le taux de clic. Et ils peuvent avoir aussi la rédaction du bouton qui peut avoir un impact. On dit souvent que les appels à l'action en français surtout, on dit que je m'abonne, enfin, qui sont vraiment en jeu, souvent que ça fonctionne bien en première personne, on dit ça en français, pardon. Voilà, et donc ça peut vous aider à identifier ce qui fonctionne le mieux pour votre audience également. Et un petit bonus pour ceux qui sont plus avancés dans leur cheminement d'emailing, bien segmenter votre audience. Donc là, on revient aussi à ce qu'il a dit Thomas sur la personnalisation, car là, on va aller, quand je parle, j'explique peut-être les segmentations. Quand je parle de segmentation, je parle de prendre les critères de votre audience. Donc, par exemple, ça peut être ses centres d'intérêt, si vous avez cette information, le pays dans lequel il se trouve, peut-être son dernier achat. En fait, bon, il peut y avoir plein d'informations, voilà, sur vos contacts. Donc, de prendre cette information et de créer une segment, une filtre, en fait, sur votre liste de contacts qui va être plus précis et donc sur lequel vous pouvez mieux cibler votre contenu. Donc, disons que j'ai une liste de contacts avec des gens qui s'intéressent aux chats, chiens et oiseaux. Je peux faire un segment avec des gens qui aiment les chiens pour pouvoir envoyer pour envoyer une contenu qui est intéressant pour les gens qui aiment les chiens. Voilà, tout simplement. Bon, c'était un très bon exemple, j'avoue. Voilà, donc ça, c'est justement un intérêt pour le contenu. Normalement, ça augmente le taux de clic, forcément, parce qu'ils s'intéressent à ce que vous envoyez. Voilà, donc ce qui est la base, c'est que ce soit pertinent. Et aussi, on va le dire, il faut nettoyer vos bases de données. Donc, si vous avez une base de données et de contacts qui n'est pas propre, on n'en a pas trop parlé dans ce webinaire, mais normalement, on en parle plusieurs fois pendant le webinaire. Il faut vraiment faire le tri de vos contacts. Si vous voyez que quelqu'un est inactif depuis longtemps, nous conseillons de le faire tous les trimestres. Mais vous pouvez le faire plus fréquemment. Mais ça aussi, ça va jouer dans toutes vos statistiques finalement, parce que vous allez avoir si vous avez une base qui est engagée et qui est intéressée par ce que vous envoyez et que vous maintenez cette base dans le temps, forcément, vos statistiques ils vont augmenter aussi dans le temps. Donc voilà. Donc, je le dis parce que c'est important. Nettoyez vos bases de contacts. OK. Le message est passé. Ne dispute pas. Voilà. On a quelques minutes supplémentaires pour prendre des questions supplémentaires. Donc, j'en vois une qui est en lien avec ce dernier point, qui est posée par Christian, qui demande comment il est possible qu'à la seconde de l'envoi, suivant l'envoi, il y ait des centaines de clics alors que le taux d'ouverture ne correspond pas. Je pense que Christian a affaire à des bots de clics ou des clickbots. Est-ce que tu peux réexpliquer de quoi il s'agit et comment est-ce que Mailjet peut aider Christian, Stéphanie ou Marion? Yes. Bon, je vais en parler. Du coup, les bot-clicks ou les clics de bots, en fait, les bots, quand on parle de bots, je pense que parfois, on a une vision de quelque chose qui est malicieux, qui essaie de nous attaquer. Mais tout simplement, souvent, les entreprises, ils ont des bots de sécurité. Donc, ils vont aller cliquer dans tous les liens d'un email pour vérifier que c'est pas justement, que c'est pas une expéditeur de confiance. Je vais y arriver. Et donc, du coup, c'est pour ça que parfois on peut voir un taux de clic qui est vraiment hallucinant, on va aller dire, parce qu'ils vont aller cliquer sur chaque lien. Donc, si vous avez 10 liens, ça va compter comme 10 clics. Donc, Mailjet a lancé une solution, justement.
c'est disponible pour les utilisateurs qui sont sur nos abonnements premium et plus, où on enlève justement tous les clics liés à des bots de vos statistiques. Comme ça, vous avez le engagement réel de vos contacts. Donc oui, c'est une fonctionnalité payante, mais ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez tenez à avoir des statistiques qui sont plus fiables et ne plus avoir à faire cette problématique de bot click. Donc, je sais pas s'il y a d'autres détails, Marion, ou si tu vois quelque chose que j'ai oublié. Mais... Ouais, après, moi, j'ai en tête aussi la complexité technique. C'est une bataille de tous les instants, les bot clicks, c'est-à-dire que les entreprises, Gmail, Outlook, etc., performent tout le temps, ajoutent des améliorations justement sur leur bot click pour être de plus en plus présents d'un point de vue sécurité. Ce qui fait que nous, de notre côté, on est aussi obligé de mettre à jour constamment pour avoir la plus grande fiabilité possible. Donc voilà, j'ai envie de dire que les bot clicks, c'est pas non plus une science exacte. Vous n'aurez pas une fiabilité à 100%, mais vous trouverez jamais aucune plateforme qui sera capable de vous dire avec certitude que leur plateforme est fiable à 100%. Parce que voilà, ça évolue comme toute la technologie évolue. Puisque tu parles de technique, Marion, continuons. Ginette demandait, ne comprend pas en fait les questions d'authentification autour de SPF et DKIM. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse rapide de tes deux protocoles préférés finalement, on peut rapide? Non, c'est pas mes préférés du tout. On va avoir du coup deux protocoles SPF et DKIM qui sont les plus connus. Je vais dire. Qui permettent en fait d'authentifier le domaine, j'allais dire ton domaine, mais le domaine en général, peu importe la personne. Donc SPF, ça veut dire Sender Policy Framework. L'objectif, c'est de vérifier que le serveur utilisé pour envoyer un mail est bien autorisé par le domaine. Donc voilà, c'est peut-être, je vais pas rentrer non plus trop dans la technique, mais du coup, DKIM, c'est Domain Key Identified Mail. Et l'objectif, c'est de s'assurer que l'email n'a pas été modifié entre le moment où l'expéditeur a envoyé le mail et le moment où le destinataire a reçu l'email. Donc voilà, c'est un peu la synthèse que je vais faire, mais du coup, c'est Ginette, je crois, qui a posé la question. Je t'invite à regarder le précédent webinaire, la précédente Q&A, puisque du coup, il y avait une question et j'avais vraiment détaillé chaque protocole, même le DMARC. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder l'ancien webinaire et on a aussi de la documentation là-dessus. Mais voilà, globalement, c'est pour authentifier ton domaine et vérifier qu'il n'y a pas eu de malversation entre le moment de l'envoi et le moment de la réception. Je vois énormément de gens qui posent des questions sur comment faire des campagnes automatisées de relance ou en lien avec les comportements de leurs utilisateurs. Et je voulais juste faire un petit teasing pour ma part, du fait qu'on va bientôt relancer nos automations, marketing automations. Voilà, donc ça va arriver courant printemps 2025 et ça va vous permettre justement de mettre tout ceci en place. Donc, c'est important d'en parler parce que ça arrive bientôt. Et on a vraiment hâte de l'avoir mis en place. Et je pense que peut-être ça mène à notre dernière slide. C'est le prochain webinaire. Très bien, oui, le prochain webinaire sera vraiment sur l'automatisation. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous y inscrire. Je partage le lien dans le chat dès maintenant. Voilà, on va parler de toutes ces questions qu'a très rapidement abordé Stéphanie et donc que beaucoup de gens aussi ont posé lors du chat. Dernier point promo de mon côté, Mailjet a très récemment publié un rapport sur la délivrabilité des emails. Il est gratuit, il est en ligne. Donc, si vous souhaitez le consulter, encore une fois, je partage le lien dans le chat, n'hésitez pas. Et donc, on se donne rendez-vous le 13 mai. On a choisi la semaine où il n'y a pas de pont en mai pour le webinaire, pour parler justement d'automatisation, une fonctionnalité que beaucoup attendent depuis un certain moment.
Et que nous Merci. aussi, on l'attend. Pardon ? Avec impatience, on l'attend aussi avec impatience d'avoir vos retours. Merci à toutes et tous pour votre attention et votre participation. On espère avoir répondu à un maximum de questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par email. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.